Vous raconter une brève histoire de comment sont nées mes luttes, un bien grand mot, mes bagarres. J'ai choisi ce titre léger d'un film de 93 dans lequel jouait Josiane Balasco. Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes. Et de plus, cette histoire, je vais la commencer à l'envers. Toujours dans les années 90, exactement 1998, grande manifestation à Montpellier contre le Front National. Slogan habituel, consciencieux, et brusquement, un des plus grands chocs émotionnels de ma vie. Par-dessus nos slogans éclate une chanson. Elle sort de mon passé, ce chant des partisans, magnifique, mais un peu vieilli comme ceux qui le chantaient, un peu solennel, officiel, empesé. Et voici qui surgit presque miraculeusement, marchant, chantant, allant de l'avant, jeune, joyeux. Je suis née en 1941, 1er mai. Et oui, cette fête symbole des luttes ouvrières venait juste une semaine avant ma naissance d'être transformée par Pétain en fête du travail et de la concorde nationale. J'ai 3 mois. Mon père, simple militant communiste d'un parti interdit depuis 1939, est arrêté par la police de Vichy. Procès, prison de Saint-Étienne, où il souffre de la faim, mais où il passe son temps avec d'autres prisonniers politiques à étudier. Il s'évade 2 ans plus tard dans des conditions rocambolesques et finira la guerre dans la résistance communiste à Clermont-Ferrand. J'ai 18 mois ou 20 mois dans l'hiver 42-43 et je suis dans les bras de ma mère. Nous revenons en train d'une visite à la prison de Saint-Étienne. À la gare de Mâcon, une voisine vient prévenir ma mère de ne pas rentrer car la police l'attend depuis le matin. Je change de bras et ma mère repart pour Lyon et ses contacts communistes. Elle repart ainsi dans l'illégalité et elle passera le reste de la guerre, ces années terrifiantes de 43-44, dans la résistance communiste à Toulouse. La voisine me ramène chez mes grands-parents paternels. Nous habitions tous, et j'y resterai jusqu'à la fin de la guerre, dans le quartier le plus ancien de Mâcon, le plus délabré, avec des conditions sanitaires terribles où sévissait même la diphtérie que j'eus, ainsi que d'autres enfants de ce quartier. Le plus pauvre aussi, pas d'eau sur l'évier, il fallait aller chercher l'eau à la pompe et emporter le linge à laver dans une brouette en Saône. Et pourtant, que des souvenirs de liberté. Petits garçons et filles jouant librement dans la rue et que amitié et bienveillance, toutes les portes et tous les cœurs m'étaient ouverts. Seule me manquait ma mère, tous les jours, ma grand-mère devait mettre son couvert. À la fin de la guerre, mes parents me retrouvent chez ma grand-mère paternelle. Et ils découvrent avec soulagement, l'un comme l'autre, que chacun de son côté avait trouvé dans la résistance son nouvel amour. La séparation se fit sans problème, ni pour eux, ni pour moi, qui ne les avais jamais connus ensemble. De 1945 à la fin des années 50, je vis mon enfance et mon adolescence, mais dans un changement total. Changement historique d'abord, à la guerre et à l'euphorie de la libération succède très vite une guerre froide, guerre idéologique d'une extrême violence. Changement géographique ou de décor, nous passons la Saône pour aller à Bourg-en-Bresse, terrible exil pour ma mère, beaujolaise et mâconnaise. Changement de niveau de lutte. Le Parti communiste a demandé à mon beau-père de se présenter aux élections législatives dans le département de l'Ain. Il sera élu député 4 fois, de 45 à 51 et de 56 à 58. Mais pourquoi lui a-t-il été choisi? Je vous le présente. Henri Bourbon,
nom incroyable pour un député communiste, physiquement petit, râblé, mais mince, assez séduisant, un peu à la Charlie Chaplin. Évidemment, c'est pour ses autres qualités qu'il a été choisi. Première qualité d'organisateur, l'organisation dont il a témoigné dans la résistance. Chef FTP à Toulouse, il se retrouve à la fin de la guerre avec le grade de commandant dans l'état-major de la zone sud. Mais sa qualité la plus importante, c'était sans doute celle d'être un tribun, un orateur incisif, craint et respecté. Quand il rentrait jubilant à la maison, on lui demandait toujours quel était l'adversaire qu'il avait exécuté. C'était vraiment un bagarreur, un peu un boxeur sur le ring. Donc, être député communiste en ce temps-là, cela voulait dire plus haut niveau politique, plus de responsabilités, plus de notoriété. Mais ça ne voulait pas dire vouloir faire une carrière politique comme un bon bolchevique qu'il était, il allait toujours là où le parti le lui demandait. Ce n'est pas non plus pour l'argent, ni pour la richesse, ni pour l'aisance simplement financière. Les 4 séquences où il a été député, le Parti communiste gardait toutes les indemnités de ses députés et leur reversait le salaire d'un ouvrier qualifié de la région parisienne. Et quand il n'était pas député, il revenait à son poste le plus petit qui existe à la SNCF, de facteur aux écritures, où le refoulaient toujours ses activités politiques et syndicales. Nous étions donc célèbres mais pauvres. Ma mère reprendra son métier de lingère, c'est-à-dire repasseuse à domicile, ou ailleurs, la blanchisserie ou l'hôpital. Être député communiste, ce n'est pas non plus pour le pouvoir et les relations que l'on peut en tirer. Ceux pour lesquels Henri Bourbon intervenait à l'Assemblée nationale ou au Conseil général ou au Conseil municipal, ce sont les petits, les ouvriers, les paysans qui avaient des problèmes, expulsés, brimés, révoqués, grévistes, etc. Faire partie de la famille d'un député communiste m'a apporté en fait 2 cadeaux. Le premier, c'est une nouvelle famille recomposée, fait très rare à cette époque, mais remplie de filles. Nous nous sommes retrouvés à 5, et comme pendant quelques années. Et comme Henri Bourbon était un militant constamment sur le terrain, les filles n'ont jamais été soumises ni à des injonctions, ni à des interdits masculins. À l'exemple de ma mère qui savait tout faire, elle avait d'ailleurs été bonne à tout faire à 16 ans dans une famille bourgeoise, les filles essayaient de tout faire, d'assurer tout, y compris faire de la politique, par exemple, ce qui a été le cas de 2 d'entre nous. Je n'ai jamais imaginé que l'on puisse assigner une place inférieure ou déterminée à l'avance aux femmes. Et du coup, je n'ai pas eu pendant très longtemps de revendications féministes jusqu'au jour où j'ai découvert l'obligation d'avoir, dans certaines circonstances, l'autorisation maritale pour moi et une autorisation paternelle et non maternelle pour mes enfants. Le second cadeau arriva en 1951 à la gare d'Ambérieu. Ce cadeau, ce fut l'amitié de l'écrivain Roger Vaillant et de sa femme Élisabeth avec mes parents, qui furent les 2 seuls témoins de leur mariage en 1954. Pour nous, les 2 filles restant encore à la maison, j'avais 10 ans, ma petite sœur 4, ce fut comme l'arrivée d'un parrain et d'une marraine venus d'un autre monde. Roger, donc, un journaliste, écrivain qui commence à être connu. Il a eu le prix Interallié pour son roman Drôle de jeu, le prix Ibsen pour une de ses pièces Héloïse et Abélard. Ils arrivent à Ambérieu pour aller vivre aux Alimes, hameau petit et isolé dans la montagne, dans une maison prêtée par un ami qui se révélera être à demi abandonné, dans un état très précaire, sans gaz, sans eau chaude. Parce qu'ils veulent fuir cet autre petit monde dont Roger avait été un des grands acteurs, la bourgeoisie artistique germano-pratine, libre et inventive, mais à la vie complètement déglinguée, drogue, alcool et sexe. Roger veut fuir cette vie pour plusieurs raisons. La première étant d'essayer de voir s'il peut vivre uniquement de sa plume, s'adonner à l'écriture d'un nouveau roman.
La seconde raison, c'est qu'il voudrait vivre cette aventure avec son récent amour Élisabeth, son esclave volontaire et entièrement dévouée. Et la troisième raison, c'est que Roger faisait aussi partie des innombrables écrivains et artistes progressistes, comme on les appelait, marxistes, compagnons de route du Parti communiste, et qui n'avaient pas encore franchi le pas de l'adhésion ni de l'action. Pour naviguer vers cet horizon révolutionnaire, Henri Bourbon lui paraît le meilleur, le plus solide. Voici ce qu'il en dit en 61 dans ses écrits intimes parus après sa mort. Il y a à peu près 10 ans que nous nous sommes découverts en gare d'Ambérieu, le bolchevique intégral. Je disais Tchapaïev et le commissaire politique de Tchapaïev réunis. Nous croyons tous à cette époque au lendemain qui chante, et je les chantais à tue-tête en chantant Ma blonde. Allons au-devant de la vie, allons au-devant du matin. Debout, ma blonde, chantons souvent, debout, amis. Il va vers le soleil, le vent notre pays. L'idéal communiste que nous rêvions, discutions, étudions, c'était celui d'une société sans classe, sans argent, où s'épanouirait enfin l'homme nouveau. J'ai longtemps cru que ces deux principes appartenaient uniquement au Parti communiste, mais je sais maintenant qu'ils ont été déclinés par pratiquement tous les partis de gauche, qu'ils soient marxistes, socialistes, anarchistes et même chrétiens. Ces deux principes fondamentaux, c'était à chacun selon ses besoins et non selon l'argent gagné, source d'inégalité, de chacun selon ses capacités et non pour évincer les autres, mais simplement pour enrichir la société, donner à la société tout ce qu'on était capable de produire et de créer. La devise liberté, égalité, fraternité s'est concentrée en un désir inaltérable de justice sociale. Ce désir de justice sociale que je reconnais à coup sûr chez tous ceux qui sont comme moi passés par le Parti communiste à un moment ou à un autre. Ce n'est pas du tout la charité d'un bon samaritain. C'est au contraire avoir l'idée de lutter pour que tout le monde, même les plus pauvres, ait accès à des droits réels, à des droits vitaux. Ces droits, c'est accès d'abord à la santé, en premier lieu. Ambroise Croizat fut ministre communiste et c'est lui qui a fondé la sécurité sociale. Le second droit, c'est le droit à l'éducation et à la culture. Ce sont encore des communistes, Langevin et Vallon, qui ont mis sur pied un plan pour cette éducation. Ils n'ont pas eu le temps de l'appliquer, mais je l'ai relu récemment et il est étonnamment démocratique, généreux et moderne. Le troisième accès, c'est le droit au loisir, parce que l'homme n'est pas qu'un travailleur, et les congés payés obtenus au moment du Front populaire en 1936, après les grèves, ont été un véritable éblouissement. On le retrouve dans le roman de Poirot-Delpech, adapté au cinéma par Yves Robert, et il s'appelle L'été 36, et c'est un délice. Cette idée que l'homme n'est pas qu'un travailleur, mais a droit au loisir, aux vacances, j'en trouve le prolongement dans le droit au bonheur, et j'ai retrouvé un texte que Roger Vaillant avait signé en 1948, c'est-à-dire avant d'être simplement au Parti communiste, et que je trouve très beau, et que je vais vous en lire un extrait. Nous dirons donc que la poursuite du bonheur est le moteur de toutes les révolutions et de tous les combats valables.
et que le marxisme n'approuvera pas la notion de bonheur, il l'enrichit. Être communiste, c'est s'assigner un bonheur difficile, mais immédiat. En tout cas, pour naviguer vers cet horizon, pour obtenir tous ces droits, il fallait se battre, et même très dur dans cette période de guerre froide. Avec quelles armes? Les grèves, l'arme essentielle pour les ouvriers, même si j'ai une petite anecdote qui ne concerne pas les ouvriers justement. Chaque fois qu'était annoncée une grève des enseignants, généralement peu suivie et même pas du tout dans mon lycée, Henri me faisait un mot d'excuse explicatif de mon absence ce jour-là, grève des enseignants. Les manifestations, parfois petites et calmes, comme c'était à Bourg-en-Bresse par exemple, pour celles où on affichait sur des grandes banderoles Ridgway, go home, donc c'est un général américain qui était devenu chef de l'OTAN. Et à Bourg-en-Bresse, je m'en souviens parce que j'avais 11 ans, elle était très pacifique et très calme, mais parfois la même manifestation pouvait devenir gigantesque. Ça a été le cas à Paris pour ce même Ridgway, et elle a été là réprimée violemment. Roger se trouvait dans cette manifestation et il vit s'effondrer à ses côtés, tué d'une balle, un manifestant. Il en fera un article pour le journal Libération. Nous avons manifesté très, très, très souvent contre les guerres coloniales, guerre coloniale de l'Indochine, du Vietnam, d'Algérie. Nos héros étaient toujours dans ces luttes, dans ces manifestations. Ho Chi Minh pour le Vietnam, Lumumba pour l'Afrique, Angela Davis plus tard aux États-Unis et encore plus tard Nelson Mandela en Afrique du Sud. Tous ces héros étaient tous communistes. Les élections, enfin, étaient à cette époque l'arme indispensable, d'où des campagnes électorales passionnées, virulentes, avec de très nombreuses réunions et discours. Les élections législatives de 1956 furent mémorables pour nous particulièrement. Roger se mit littéralement au service d'Henri, en particulier pour cette campagne, en le transportant, donc ne buvant pas une goutte d'alcool, s'occupant de sa santé, de ce qu'il mangeait, de son sommeil. Très symbolique, la photo devant la tréfilerie, câblerie de Bourg, où Roger, debout, semble soutenir Henri juché sur une table de camping et haranguant les ouvriers sortant de la tréfilerie. Henri, en retour, se mettait au service de la création littéraire de Roger. Beau masque, en l'emmenant en réunion dans les cités ouvrières de Tenay et de Saint-Rambert, 325 000 francs, né d'une enquête à Oyonnax sur les doigts et les mains coupés des ouvriers, qu'Henri avait découvert en allant voir une de mes sœurs à l'hôpital. Ce furent d'ailleurs mes sœurs qui les hébergèrent et leur servirent de guides. En 1956, ce fut aussi les grandes crises. D'abord en mai, le choc du rapport Khrouchtchev qui révélait les crimes de Staline. Puis en automne, l'intervention des chars soviétiques à Budapest. Roger ne s'en releva pas. S'achevait ainsi, pour lui, la saison la plus belle, comme disait Élisabeth. C'était la seule période où il ne se plaignait pas de s'ennuyer. Ses blessures étaient profondes, à la mesure de l'enthousiasme qu'il avait mis dans son engagement au Parti communiste. Il s'efforcera de cacher ses blessures sous le regard froid du Seigneur désintéressé, mais sombrera progressivement dans une sorte de folie dépressive, nocturne, alcoolique et sexuelle, que le prix Goncourt qu'il obtient l'année suivante ne lui enlève pas et au contraire amplifie en lui apportant la gloire et les moyens financiers. Nos routes petit à petit se séparent et pourtant, quand il meurt le 12 mai 65 à 57 ans d'un cancer, son dernier ouvrage est l'éloge de la politique. Et les dernières semaines, dans un demi-délire, il croyait écrire un dernier roman politique et entendait une grande fête au rez-de-chaussée de sa demeure.
tous les gens dont il énumérait les noms étaient des communistes. Henri fut le premier qu'Élisabeth prit main par téléphone et il remonta du sud où il avait pris une retraite anticipée. Il était à ses côtés, à gauche sur la photo, au cimetière de Méyonneau. Quelques années plus tard, Bourg-en-Bresse inaugurera une très belle nouvelle médiathèque à laquelle elle donnera le nom de Élisabeth et Roger Vaillant. J'y emmènerai Henri Bourbon, devenu presque aveugle, à l'exposition d'inauguration. Cette histoire s'achève. Elle est d'un autre siècle et même d'un autre millénaire. Mais pour conclure cette histoire de résistance, je voudrais reprendre ces paroles du philosophe communiste italien Gramsci, qui nous parlait du pessimisme de l'intelligence, mais optimisme de la volonté. Et c'est pour cela que je continue à chanter, dans ma tête, « Allons au-devant de la vie ». Allons au-devant de la vie, allons au-devant du matin. Debout, ma blonde, chantons souvent, debout, amis. Il va vers le soleil, le vent notre pays.